Voilà, donc pour ce soir, puisqu'on est depuis quelque temps dans quelques sujets sur Shabbat, je propose pour ce soir de faire un petit récapitulatif des principes généraux, je dis bien principes généraux, et non pas proprement les halachot, puisqu'on pourra consacrer plusieurs shiurim pour ça dans l'avenir, mais ce soir, le récapitulatif des principes généraux de la melacha de Bichoul, de l'interdit très fréquent auquel on est fortement confronté le Shabbat, l'interdit de cuire. Donc on va pas, je répète encore une fois qu'on va pas ce soir voir, enfin on verra certaines halachot évidemment, mais je veux dire le but du shiur n'est pas d'étudier la halachot Bichoul parce que comme vous le devinez, il nous faudrait plus d'un shiur pour ça. On va simplement récapituler de nombreuses règles générales qui sont en rapport avec la melacha de Bichoul, des règles générales qu'on a souvent rencontrées, qu'on a souvent citées dans le cadre de ce shiur du lundi soir, dans des sujets qui avaient un rapport avec le Shabbat et avec Bichoul en particulier. Donc on va essayer de récapituler tout ça ce soir, rapidement. Tout d'abord, la première des choses qu'il faut connaître dans la melacha de Bichoul, bien entendu, comme les 39 melachot de Shabbat, la melacha de Bichoul et la melacha de l'Issour Bichoul, l'interdiction de cuire, faisait partie des activités en vigueur ou qui ont servi à l'édification du Mishkan. Enfin là en l'occurrence, c'était en vigueur dans le Mishkan. Puisque la melacha de Bichoul, en vérité, dans la liste des melachot, n'est pas présentée sous le terme de Bichoul, cuire, elle est présentée sous le terme de Ofé, qui veut dire aussi cuire, mais cuire par enfournement. Et en fait, concernant le Mishkan, c'était tout simplement, ça désigne tout simplement la confection des lechem panim, les pains de préposition qui étaient dans le Mishkan, sur le shulchan, sur la table, etc. Donc c'est de là qu'on apprend la melacha de Bichoul. Ofé, Bichoul, c'est la même chose. Ofé, cuire par enfournement, ou cuire par liquide, c'est exactement la même chose aux yeux de la halakha. Donc la melacha de Bichoul, la melacha de Ofé, c'est l'interdiction de cuire pendant le Shabbat. Il faut d'abord savoir que concernant l'interdiction de cuire, on distingue une première étape primordiale pour étudier cette melacha, c'est ce que l'on appelle le Keli Rishon. Qu'appelle-t-on Keli Rishon? C'est quoi la définition d'un Keli Rishon dans la melacha de Bichoul? Keli Rishon veut dire l'ustensile premier, c'est-à-dire l'ustensile qui est sur la source de chaleur et qui cuit l'aliment, qui se trouve sur la source de chaleur. En l'occurrence aujourd'hui, pour moderniser, on va dire la marmite qui est sur la plaque, la casserole qui est sur la plaque. D'accord? Donc celle-là, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Keli Rishon. Il faut savoir que le Keli Rishon, c'est la plus haute intensité de cuisson qui existe. Keli Rishon, il est Mevachel Minat Torah. Une personne qui introduit un aliment cru, quel qu'il soit, n'importe quel aliment cru. Ça peut être un fruit, un légume, un morceau de viande crue, n'importe quoi de cru, qui introduit ça dans un Keli Rishon, alors que le Keli Rishon a une intensité de chaleur équivalente à Yad Soledetbo, 45 degrés environ, eh bien, il cuit cet aliment Minatora. Ça veut dire que, voilà, j'ouvre ma marmite, Shabbat, ma marmite elle est sur la plaque, et je prends une carotte crue, et je la mets dedans, Hayav Minatora. Hayav Minatora. Je viens de transgresser la melacha de Bichoul, Minatora, je Hayav Karet, Hayav Skila. D'accord? Ça, c'est une première chose. Kli Rishon, c'est l'ustensile qui cuit l'aliment. Donc, l'ustensile qui est au contact de la source de chaleur, au contact du feu, en l'occurrence aujourd'hui, au contact de la plaque. Maintenant, il faut savoir mieux que ça encore. Même lorsque je retire le Kli Rishon de la plaque, il n'est plus sur la plaque. Il n'est plus en contact avec la source de chaleur. Mais, il a maintenu, il a gardé, il a préservé sa température minimale de Yad Soledetbo. Il est encore très chaud. Il est chaud. La marmite, elle est retirée de la plaque, mais elle est encore très chaude. Eh bien, j'ai toujours pas le droit d'y introduire quoi que ce soit de cru. Même lorsque je l'ai retirée de la plaque, si j'introduis ma carotte dans la marmite alors qu'elle n'est plus sur la plaque, si la marmite est quand même chaude, je cuis. Minatora. Si la marmite a gardé une intensité de chaleur minimale de Yad Soledetbo, je cuis cette carotte Minatora. Donc il faut savoir faut bien comprendre ici, que le Issour Bichoul, l'interdiction de cuire, elle est non seulement lorsque le Kli Rishon se trouve encore sur la source de chaleur,
mais elle existe encore, cette interdiction de cuire, même lorsque le Kli Rishon n'est plus sur la source de chaleur, mais il a gardé son intensité de Yad Soledet Bo. C'est la première chose qu'il faut savoir. Donc, imaginez-vous, vous retirez votre marmite de la plaque, elle est brûlante, elle est encore brûlante, et normal, vous venez de la retirer, et vous mettez une carotte dedans. Hayav min Torah mishum mevashel. Ah, mais le Kli Rishon, elle est plus. Ça fait rien. Il s'appelle encore le Kli Rishon. La marmite s'appelle encore Kli Rishon, même si elle a été retirée de sa source de chaleur, tant qu'elle conserve une température minimale de Yad Soledet Bo. Elle s'appelle Kli Rishon et je n'ai pas le droit d'y cuire quoi que ce soit de cru. D'accord? C'est la première donnée qu'il faut savoir. Maintenant, que veut dire maintenant? Venons-en à cette intensité de chaleur dont on parle énormément dans le Issour Bichoul. Cette intensité de chaleur qu'on appelle Yad Soledet Bo. Qu'est-ce que ça veut dire ce jargon-là de Yad Soledet Bo? Alors littéralement, on va d'abord traduire une expression ilkhatit qu'on va traduire littéralement, après ensuite on va expliquer. Yad Soledet Bo veut dire littéralement la main se retire à cause de la chaleur si intense. Yad Soledet veut dire elle va en arrière, elle s'en va en arrière. Tellement que c'est chaud, il touche comme ça, tellement que c'est chaud, la main recule. La main recule de la chose tellement elle est chaude. Yad Soledet Bo, ça c'est l'expression. Maintenant, comment on évalue cette intensité de chaleur qui répond à l'expression de Yad Soledet Bo? Alors apparemment vous allez me dire, tel qu'on le dit dans l'expression elle-même, si tu touches et que tu ne peux pas garder la main, c'est Yad Soledet Bo. Pas seulement. Parce qu'en vérité, notamment le Mishnah Berurah, mais il n'y a pas que lui, il dit que au Siman Shin Yud Het, dans le chapitre 318 du Shulchan Aruch, le Mishnah Berurah dit à Saïf Katan Petet, à la note 89, le Mishnah Berurah explique là-bas qu'est-ce que c'est Yad Soledet Bo. Il dit que, en vérité, on n'est pas mécha'er avec la main. On ne fait pas cette estimation avec la main. Pourquoi? Il dit parce que toutes les mains n'ont pas la même résistance. Il y a des mains, par exemple, c'est le derme ou l'épiderme de la peau qui veut ça, ou j'en sais rien. Et les gens, par exemple, ils vont toucher un truc bouillant à la chaleur du Gehinam, et ils vont pas bouger. Ça leur fera rien. Ou alors ça leur fera vraiment au bout d'un moment. Il y en a d'autres qui vont toucher cette même chose, à peine ils vont la toucher, leur main ne va pas résister, elle va se retirer tout de suite. Donc, dit le Mishnah Berurah, c'est difficile d'évaluer réellement avec la main. C'est difficile d'évaluer cette intensité de chaleur qui correspond à Yad Soledet Bo, c'est difficile de l'évaluer avec la main seulement. Parce que toutes les mains ne sont pas les mêmes, on n'a pas tous les mêmes résistances physiques. Il y a des mains qui vont supporter, des mains qui ne vont pas supporter. Donc ça ne veut rien dire. Alors il dit le Mishnah Berurah au nom des poskim, il ramène au nom des Aharonim, qu'en réalité on évalue, évidemment qu'on ne va pas le faire, ce que je vais dire maintenant, ça va paraître très sauvage, mais on ne va pas le faire, mais c'est une estimation. Il faut s'imaginer, je dis bien s'imaginer, il faut s'imaginer que le ventre d'un bébé se brûlerait au contact de la chose. Alors là, ça s'appelle Yad Soledet Bo. On ne va pas évaluer avec nos mains d'adultes, ni avec nos corps d'adultes. On va l'imaginer, on va faire cette estimation en théorie par rapport au ventre d'un bébé. Généralement, un bébé, il a la peau très, très fine, très tendre, etc. Il ne résiste pas comme nous, évidemment. Donc, on va imaginer que le ventre d'un bébé se brûlerait à... Ça s'appelle Yad Soledet Bo. Ça veut dire on touche, et on imagine au moment où on touche, comment aurait réagi le ventre d'un bébé face à cette chaleur? Si on considère que le ventre d'un bébé serait brûlé, ça s'appelle Yad Soledet Bo. Si on considère qu'il n'aurait pas à brûler, il aurait eu un peu mal, mais bon, il n'aurait pas pleuré par exemple, alors ça ne s'appelle pas Yad Soledet Bo. Voilà l'estimation de Yad Soledet Bo. Yad Soledet Bo, voilà comment on l'estime. On ne l'estime pas avec la main. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, toutes les mains ne sont pas les mêmes, toutes les résistances physiques ne sont pas les mêmes, toutes les constitutions physiques ne sont pas les mêmes. Certains vont résister, certains ne vont pas résister, donc ça ne veut rien dire. Alors comment on fait? On touche, mais on se base pas sur la main. On se base en imaginant le ventre d'un bébé, comment il aurait réagi face à un tel contact avec cette chaleur. Ce qu'on appelle Kereso shel tinok nichvit bo. Très bien. Concrètement, à quoi ça correspond? Ça correspond environ, il y a beaucoup de chitotes là-dedans, il y a beaucoup d'opinions dans les poskim, particulièrement dans les Aharonés de Manenu, dans les décisionnaires contemporains, il y a beaucoup d'opinions précises en termes de degrés à quoi ça correspond Yad Soledet Bo. La chita la plus répandue, on va dire, c'est environ 45 degrés. On estime qu'à environ 45, ça peut être 46, 44 et demi, 45, on va arrondir, on va dire 45. On considère qu'à 45 degrés, ça s'appelle Yad Soledet Bo.
c'est sûr qu'à 41 degrés, on considère que le ventre d'un bébé, c'est sûr qu'il va brûler. D'accord? Et donc là, dans ce cas-là, on enfreint la melachat bichoul. Si donc, je reviens au cléry jaune, si le cléry jaune, qu'il était sur la plaque, ou qu'il n'y était plus, s'il est à température au minimum de 45 degrés, et qu'on y introduit un aliment cru, on enfreint à minatora l'interdiction de cuire. On est condamnable par la Torah à titre de l'interdiction de cuire. D'accord? En dessous de cette température, on n'est pas hayav. On n'a pas été mevachel. La définition du bichoul minatora, la définition de la cuisson, c'est uniquement s'il y avait intensité de chaleur de yad soledetbo. S'il n'y avait pas yad soledetbo, il n'y a pas de cuisson. Oui, Clémentine. Ah, bonne question. C'est une bonne question. Il y a un rama, on va en parler tout à l'heure, par rapport à Klisheni. Il y a un rama qui parle de ce que vous dites. Très bien. Ça, c'est donc la deuxième chose. Donc je récapitule. Première chose, c'était la définition du cléry jaune. Deuxième chose, définition de Yad Soled Etzbo. Maintenant, regardez. La Gemara dit dans Masechet Shabbat, Kol sheba bechamin me'erev Shabbat, mutar lebashelo beshabbat. Dit comme ça. La Gemara dit, toute chose qui a été cuite avant Shabbat, il est permis de la réchauffer, on va dire, pour simplifier, pendant Shabbat. La Gemara demande des exemples. Elle dit, c'est une Mishnah. La Gemara maintenant, elle demande des exemples, elle dit, mais c'est Kegon Mai. Par exemple, quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vague. Et la Gemara, après diverses discussions, elle amène l'exemple de Tarnegolet Shel Ribbi Abba. La Gemara, elle ramène l'exemple de la poule que possédait Ribbi Abba. Qu'est-ce que ça veut dire il possédait une poule? Il avait une poule et qu'est-ce qu'il a fait? Il a cuit avant Shabbat. Et cette poule-là, il l'a ramenée vers la source de chaleur pendant Shabbat pour la manger chaude. De là, on a sorti un principe d'Halakha. En bishul ahar bishul. Il n'y a pas de cuisson sur un aliment qui a déjà été cuit. Après les Rishonim discutent. Mais en tout cas, de façon générale, ce qui ressort de cette Gemara, c'est que un aliment qui a été cuit avant Shabbat, cuit suffisamment, on ne parle pas un petit peu comme il faut, qui a été suffisamment cuit, mais vous chal kol tzorko, suffisamment cuit, eh bien on a le droit de le réchauffer pendant Shabbat sur une source de chaleur. En l'occurrence aujourd'hui, la plaque. Je simplifie les problèmes. On va essayer d'éviter le plus possible les complications. Donc, on va parler de plaques parce qu'on est en 2012, donc on va parler de plaques. Bien qu'en vérité, on pourrait parler d'autres exemples, mais qui nous compliqueraient les choses inutilement ce soir. Alors, on va se rendre à l'objectif. On va parler de plaques électriques, plaques chauffantes d'aujourd'hui, classiques de Shabbat. Alors, donc, il en ressort de cette Gemara que tout aliment qui a été cuit avant Shabbat, j'ai le droit de le remettre sur la plaque pendant Shabbat afin de le consommer chaud. Seulement les Rishonim, les décisionnaires médiévaux, discutent sur la nature exacte de cet aliment. Il y a des Rishonim comme le Rambam, par exemple, comme le Rashba, comme le Ramban, comme le Ran, et d'autres encore. Tous ces Rishonim là que je viens citer, le Rambam, le Rashba, le Ran, le Ramban, tous ces Rishonim la pensent qu'il n'y a pas de différence. Quelle que soit la nature de l'aliment, qu'il s'agisse d'un aliment solide ou qu'il s'agisse d'un aliment liquide, si tu l'as cuit avant Shabbat, alors tu peux le poser sur la plaque pendant Shabbat. Moutar. Parce que en bishul, ahar bishul. Parce qu'ils disent, il n'y a pas de recuisson, il n'y a pas de cuisson sur un aliment qui a déjà été cuit. Et eux, ils ne font pas de différence. Ben davar yavesh, ben davar ilah, que ce soit quelque chose de solide, que ce soit quelque chose de liquide, il n'y a pas de différence. Comment ils s'arrangent avec la Gemara qui a cité quand même un exemple solide? C'est Tarnegol et de Ribbi Abba, la poule de Ribbi Abba, c'est solide, c'est de la viande. Ouais, on voit bien que peut-être la Gemara veut dire que ça concerne que le solide, pas le liquide. Et le Rambam, il dirait là-dessus, il dirait non, la Gemara n'a sorti qu'un exemple. Mais c'est pas exhaustif. Ouais, c'est-à-dire il y en a d'autres, même du liquide, c'est pareil. Donc je répète, on a une Gemara à partir de laquelle
ressort un klal, un principe général dans les halachot Shabbat et dans les halachot Bishul, en particulier dans les halachot relatives à l'interdit de cuire pendant Shabbat. Quel est ce principe général? En Bishul ahar Bishul. Un aliment qui a cuit avant Shabbat, il ne peut pas recuire pendant Shabbat. C'est la raison pour laquelle j'ai le droit de le mettre sur une source de chaleur comme la plaque électrique. Très bien. Seulement les Rishonim discutent, est-ce que ça concerne tout type d'aliments, aussi bien les solides que les liquides, ou non? Alors j'ai cité l'opinion du Rambam, du Rashba, du Ramban et du Ran, qui disent unanimement qu'il n'y a pas de différence, que ce soit un liquide, que ce soit un solide, du moment que je l'ai cuit suffisamment avant Shabbat, j'ai le droit de le mettre sur la plaque pendant Shabbat. Seulement les ummatam, shabbahim et omerim. Seulement, face à cela, il y a d'autres Rishonim comme Rashi, Tosafot, le Rosh, Rabbeinu Yona et d'autres encore. Ils ne sont pas d'accord. Ils disent non, l'exemple de la Gemara, la poule de Rabbi Abba, c'est l'exemple d'Avka. C'est-à-dire c'est un exemple solide, c'est un exemple exclusif. On a fait exprès dans la Gemara d'apporter cet exemple pour dire que c'est uniquement les aliments solides que l'on a cuit avant Shabbat que j'ai le droit de mettre sur la plaque pendant Shabbat. Mais les aliments liquides, hors de question, assour, yesh bishul ahar bishul belah. En bishul ahar bishul beyavesh, aval yesh bishul ahar bishul belah. Comme ça, c'est l'opinion de Rashi, Tosafot, le Rosh, Rabbeinu Yona et d'autres encore, Rabbeinu Yeroham, beaucoup de Rishonim. Donc, ce qui nous donne une mahloket Rishonim en bonne et due forme, qui nous donne donc une divergence d'opinion halachique entre les décisionnaires médiévaux sur la question, est-ce que j'ai le droit de mettre sur la plaque pendant Shabbat, à réchauffer tout type d'aliments qui ont cuit avant Shabbat? Évidemment, la condition sine qua non de façon unanime, il faut que l'aliment déjà il a cuit avant Shabbat, suffisamment cuit, pas seulement cuit, suffisamment cuit avant Shabbat. Ouais. Est-ce que maintenant, cet aliment qui a cuit suffisamment avant Shabbat, est-ce que j'ai le droit de le mettre à chauffer sur la plaque pendant Shabbat, quelle que soit sa nature, qu'il s'agisse d'un solide ou qu'il s'agisse d'un liquide, ou alors est-ce que ça concerne que les solides? Mahloket. D'après le Rambam, le Rashba, le Ramban, le Ran et d'autres, il n'y a pas de différence. Aussi bien liquide que solide, du moment que ça cuit suffisamment avant Shabbat, j'ai le droit de mettre à chauffer pendant Shabbat. D'après Rashi, Tosafot, le Rosh, Rabbeinu Yona, Rabbeinu Yeroham, et d'autres encore, non, c'est uniquement un aliment solide qui a cuit avant Shabbat suffisamment que j'ai le droit de mettre sur la plaque à chauffer pendant Shabbat. Mais s'il s'agit d'un liquide, une soupe par exemple, même si je l'ai cuit suffisamment avant Shabbat, je n'ai pas le droit de la mettre à réchauffer pendant Shabbat. Mahalakha. Maran dans le Bet Yosef, Siman Shin Yud Het, il ramène toute cette mahloket. Il ramène bien entendu toute cette discussion parmi les Rishonim. Comment il tranche? Dans le Bet Yosef, il écrit déjà Mefourash, il écrit de façon explicite déjà dans le Bet Yosef que Kevan, Safek Shel Torah, Hu Azlinan Lechumra. Maran à Bet Yosef, il dit, puisqu'il s'agit ici d'une mahloket, donc d'un Safek, donc d'un doute, sur une question d'ordre Minatora, Bishul, Minatora, d'après Rashi et ses copains, qui disent qu'un aliment liquide, même s'il a cuit suffisamment avant Shabbat, j'ai pas le droit de le remettre à chauffer pendant Shabbat sur la plaque. Ils considèrent que si je le fais, j'en ferai un Minatora Bishul. Yesh Bishul Ahar Bishul Belah. Donc, comme il s'agit d'une mahloket sur une question qui est d'ordre Minatora, on va à la rigueur, dit Maran. Il tranche, non pas comme le Rambam et ses copains, il tranche comme le Rashi et ses copains. Rashi, Tosafot, le Rosh, Rabbeinu Yona, Rabbeinu Yeroham. Et comme ça, il tranche Maran dans Shulchan Aruch Siman Shin Yud Het, Saïf Dalet, Saïf Tedvav, au paragraphe 4, au paragraphe 15 du chapitre 318 du Shulchan Aruch, Maran tranche Yesh bishul ahar bishul belah. En bishul ahar bishul belah veyavesh, aval yesh bishul ahar bishul belah. Il n'y a pas de recuisson sur un aliment solide, certes, mais par contre, il y a recuisson sur un aliment liquide. Donc une soupe, j'ai fait une soupe vendredi, je l'ai mis au frigo, vendredi Shabbat matin, je vais la sortir, je vais la mettre sur la plaque, assour. Il n'y a pas le droit. Pourquoi? Oui, ça peut y avoir, mais quand il s'agit d'un aliment solide, il y a recuisson. D'accord? Les Sfaradim. Ça, c'est ce que je viens de dire pour les Sfaradim. Les Ashkenazim, le Rama, il tranche comme le Rambam. Le Rama, il tranche la Kula, il tranche la souplesse. Le Rama, les Ashkenazim sont plus souples que nous sur ce point. Par rapport à un autre problème. Mais par rapport à autre chose. Pour un autre argument. Mais sur ce point-là, ils sont matirim bishul ahar bishul belah. Mais alors, j'explique, oui, juste je termine, ouais. Donc je dis, tout ce que je viens de dire, c'est d'après Maran à Bet Yosef, d'après Maran Shulchan Aruch, pour les Sfaradim. Nous, on est plus mahmirim sur bishul que les Ashkenazim. Les Ashkenazim sont mekilim sur ça. Le Rama, il tranche comme le Rambam et ses copains. Qu'il s'agisse d'un aliment liquide, qu'il s'agisse d'un aliment solide, du moment que je l'ai cuit avant Shabbat, j'ai le droit de mettre à chauffer sur la plaque pendant Shabbat. Le Maran à Bet Yosef ne tranche pas comme ça. Il tranche comme Rashi et ses copains que
s'il s'agit d'un liquide, c'est assour, même s'il a cuit avant. Qui a dit un jour que les Ashkenazim sont plus mahamirim que nous? C'est du sheker gamour. C'est n'importe quoi, c'est ch'touillot de Velhavalim. On est plus mahamirim que les Ashkenazim ici. D'accord, les amis? Bien. Clémentine? Ah, bonne question. Et qu'ils ont mis la soupe du frigo, ils l'ont mis de la plaque. C'est moutard de manger. Nous, on n'a pas le droit de le faire, mais on a le droit de manger. Pourquoi? Ben, inversement, Kalvahomer. Ah, ça Kalvahomer, parce que c'est une khumra en plus tirée par les cheveux, ça. Mais là, il s'agit ici d'une vraie mahloquette. Donc on a le Rama, ils ne sont pas d'accord. Aval Piken, si on est invité, si un Sfaradi, il est invité chez les Ashkenazim. Des Ashkenazim qui se basent sur le Rama. Le Rama, il autorise de mettre la soupe du frigo sur la plaque, hormis les khumrot dont parle Clémentine, qui sont d'un autre ordre. Mais on va dire, en les mettant entre parenthèses 5 minutes, ils autorisent Bishul Ahar, Bishul Belah. Ils autorisent cuisson après cuisson sur un aliment liquide, chose que nous, Sfaradim, interdisons, selon l'opinion de Marana BTSF. Non, permet que si c'est solide. Un aliment solide qui a cuit, oui. Mais un aliment liquide qui a cuit, même s'il a cuit, il va recuire pendant Shabbat si je le remets. Alors si je suis maintenant en Sfaradi, il est invité chez les Ashkenazim pendant Shabbat. Ben, il n'a pas trouvé des Sfaradim qui l'ont invité, il était chez les Ashkenazim. Bon, pas grave. Ouais, il est allé là-bas, le pauvre, ouais. Il est allé là-bas, et maintenant ils sortent la soupe du frigo. Ils sortent la soupe du frigo, et ils la mettent sur la plaque. Est-ce que le Sfaradi a le droit de manger? Réponse, oui, moutard. Parce que tout ce qui est à source, c'est de le faire. Mais maintenant, manger, c'est d'avoir ataloui de mahloket. Bien que d'après ceux qui disent, d'après Rachi et ses copains, qui disent qu'il y a recuisson sur un aliment liquide, et qui considèrent que c'est minatora, mais étant donné que c'est une mahloket rishonim, équilibrée, étant donné que c'est une mahloket, alors on ne le fait pas, mais si quelqu'un l'a fait, on a le droit de manger. C'est d'avoir ataloui de mahloket. C'est une chose qui est dépendante d'une discussion parmi les rishonim, d'une vraie discussion parmi les rishonim, et donc on autorise b'di'avad, on autorise, si ça a été fait, on autorise de manger. Mais de le faire soi-même, ou alors par exemple dire à un goy, un Sfaradi qui n'a pas le droit de mettre la soupe qui sort du frigo, qui a été cuite vendredi après-midi, elle est au frigo, il n'a pas le droit de la sortir du frigo et la mettre sur la plaque. Un Sfaradi, il n'a pas le droit. Maintenant, ce Sfaradi, il veut quand même manger cette soupe, il a mal au ventre, il est malade, il a besoin de cette soupe. Ouais. Bon, sans être malade, Stam, il a envie de se faire un kiff. Ouais. Il savait pas, il a cuit vendredi matin, vendredi après-midi, il pensait, il dit, ah, c'est bon, je la mets au frigo, Shabbat matin, tranquille, la kefa, que je prends la soupe, je la mets. Et vendredi soir, il a rencontré un Tamid Hakam. Il lui a appris le Chod Shabbat. Il dit, tu sais, t'as Sfaradi. Tu es Sfaradi, toi, oui. Ton père, il est Sfaradi. Jiddak, il est Sfaradi. Ton grand-père, il est Sfaradi. Tout le monde est Sfaradi. Baruch Hashem. T'as pas le droit de mettre la soupe sur le frigo, dans le frigo. T'as pas le droit de la mettre sur la plaque. T'as pas le droit. Aïe, tu m'as enlevé tout mon kiff, je vais te préparer. Comment je fais? Qu'est-ce qu'il lui reste? Un goy. Il a le droit de demander à un goy de lui mettre. Ah, comment? C'est bichoul. Normalement, on ne permet pas shvout, bimlacha gemura. On ne permet pas de demander à un goy de faire une melacha minat Torah. On permet à un goy de faire un issour de rabbanan quand il y a une nécessité de mitzvah, etc., comme on l'a expliqué la semaine dernière. Mais, demander à un goy de faire une melacha minat Torah, c'est assour. Afilou bim comme mitzvah, même si c'est pour une nécessité de mitzvah d'Aronek Shabbat. Même mitzvah, on n'a pas le droit. Comment ça fait que j'ai le droit? Davar taloui b'mahloket. C'est effectivement un hashash minat Torah, mais étant donné que c'est quelque chose qui dépend d'une mahloket, d'une divergence opinion parmi les poskim, on autorise en miral et le goy pour ce genre de cas. C'est des klalim qu'il faut savoir, c'est des règles générales du Shulchan Aruch qu'il faut savoir. Bien. Hana, vous voulez dire quelque chose? Non. De quoi? Oui, pour nous, les Sfaradim, ouais. On est mahmir sur ça. Ouais. Même si ça a été cuit et tout, on est mahmir, ouais. Très bien. Afilo akhi. Malgré ça, on permet de manger. Si un Sfaradi, il ne connaissait pas la halakha, et il a pris sa soupe, il l'a mis direct sur la plaque. Il ne savait pas. Il ne savait pas que Marana Bet Yosef, il est au cerf, il interdit. Et après, il a su, Madin, Moutar, on a le droit de manger. Parce que, encore une fois, c'est d'avoir jetalou de mahloket. On n'est pas mahmir, on ne s'impose pas la rigueur a posteriori, avad, sur une chose qui a été enfreinte lorsqu'elle faisait l'objet d'une divergence d'opinion ilkhatite. Si elle faisait l'objet d'une discussion, même si les khatkhila ont interdit de le faire, mais avad, si elle a déjà été faite, la chose, on n'interdit pas de profiter, parce que c'est d'avoir jetalou de mahloket. Même pour lui. Dans ce cas précis.
Maintenant, autre chose. Qu'est-ce qu'on appelle, ça va, Carole, ça va? Qu'est-ce qu'on appelle maintenant, autre définition? Ok, on a dit d'après Maran à Bethesef, solide, cuit, pas de problème. Solide, un aliment solide qui a cuit avant Shabbat, pas de problème, tu peux le mettre à chauffer pendant Shabbat sur la plaque. Aliment liquide, même s'il a cuit suffisamment avant Shabbat, tu n'as pas le droit de le mettre à chauffer pendant Shabbat sur la plaque. C'est Maran à Bethesef. Maintenant, qu'appelle-t-on aliment solide? Qu'appelle-t-on aliment liquide? Alors, définition banale, liquide, c'est une soupe, et solide, c'est un poulet. Voilà, un beefsteak. Ok? Mais il y a plus que ça. Ma'adin, c'est un plat cuit avant Shabbat, constitué et de solide et de liquide. Quel est le din? Là, les amis, on rentre dans un gros débat que je ne vais pas vous citer parce qu'il serait trop long, dans le Bet Yosef, dans les Rishonim, et qui se poursuit même dans les Aharonim. Je vais vous résumer la situation très rapidement. Il y a au Siman Resh Nun Gimel, au chapitre 253 du Bet Yosef Orachaim, Maran ramène là-bas l'opinion, les propos de Rabbeinu Yeroham, qui sont les suivants. Rabbeinu Yeroham écrit, les Tivot, il écrit un plat cuit majoritairement liquide, il est interdit de le mettre à réchauffer pendant Shabbat. Rabbeinu Yeroham a dit Rov, tavshil sherubo rotev. Tavshil sherubo rotev. Un plat constitué d'une majorité de liquide, il est interdit de le mettre à chauffer pendant Shabbat. Qu'est-ce qu'on en déduit? S'il est majoritairement solide, c'est moutard. Déduction légitime. Puisque toi, Rabbeinu Yeroham, tu nous dis, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de mettre à réchauffer? Un aliment constitué d'une majorité de liquide. Ah, mais si ce n'est pas le cas, si c'est une majorité de solide, il s'appelle solide. C'est-à-dire que tu es en train de me dire finalement, toi, Rabbeinu Yeroham, ici, cité par Maran dans le Beth Yosef Nun Gimel, tu es en train de me dire, c'est quoi la définition d'un plat liquide, d'un aliment liquide? Eh bien, c'est un aliment constitué d'une majorité de liquide. Alors, je suis en droit d'en déduire que si c'est un aliment constitué d'une majorité de solide, même s'il y a un peu de liquide, ça s'appelle solide. Et c'est moutarde de le mettre à chauffer. Vous êtes d'accord avec ma déduction? Qui est celle de Maran dans le Beth Yosef d'ailleurs. Vous êtes d'accord avec la déduction ou pas? Oui ou non? Si Rabbeinu Yeroham nous dit, tu sais, voilà, assieds-toi, je vais t'apprendre, c'est quoi un aliment liquide qu'on n'a pas le droit de mettre sur la plaque pendant Shabbat? Je vais t'apprendre. C'est quoi? Eh bien, c'est un plat majoritairement liquide. Tu n'as pas le droit de le mettre. Qu'est-ce que tu peux déduire? Qu'est-ce que tu as le droit de déduire? Eh bien, tu as le droit de déduire. Ah, donc ça veut dire que si ce n'est pas une majorité de liquide, c'est une majorité de solide, j'ai le droit de le mettre. Oui ou non? Et voilà, répondez-moi. Vous êtes d'accord jusque-là? Jusque-là? Vous êtes d'accord? Hazak Ben Sak. Vous êtes d'accord? Ben Sak, la classe. C'est bien ça fait aujourd'hui, c'est bien tranquille. Très bien. Seulement le problème, si on s'arrête à Resh Nun Gimel, tout va bien. Mais dans Sheni Yudhet, au 318, là on était au 53 pardon. 253. Si maintenant on va au 318, au chapitre 318, Maran rapporte encore une fois les propos de Rabbeinu Yeroham, mais il n'y a plus le mot rov. Il n'y a plus le mot majorité. Il rapporte les mêmes propos de Rabbeinu Yeroham, mais il y a un mot qui manque. Le mot majorité, il n'existe plus. Ben ça change tout. Parce que ça veut dire, un plat liquide, tu n'as pas le droit, un plat solide, tu as le droit. Ah, alors, mais s'il est majoritairement solide avec un peu de liquide, ah, il s'appelle liquide, tu n'as pas le droit. Ça change, la halakha a changé. La halakha a changé. Complètement changé. Une soixantaine de chapitres, la halakha a changé. Là, on a un problème, on a des Haronim qui dénoncent une espèce de stira, une espèce de contradiction dans la façon dont Maran cite les propos de Rabbeinu Yeroham du chapitre 253 au chapitre 318. Dans le chapitre 253, la conclusion est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que tout ce qui compte c'est la majorité. C'est la majorité qui va définir la nature du plat. Et alors que dans le chapitre 318, cette notion de majorité a disparu.
Ou c'est solide, ou c'est liquide. Si c'est moite-moite, alors c'est liquide. Dès qu'il y a du liquide, c'est liquide. C'est fini. Ça change tout. Dans la pratique, ça change tout. Ok. Comment on résout ça? Je vous passe, la vérité, ma halokat, elle est très très longue à expliquer dans les détails. Je ne vais pas vous l'expliquer dans les détails. Je dis, c'est un chiour de klarim ce soir. C'est un chiour surtout de principes généraux dans la melachat bichoul. Donc on va juste survoler les choses. Il y a un sefer qui s'appelle Minhat Kohen, qui était presque contemporain de Maran Bet Yosef. Je suis venu juste après. Il explique le Bet Yosef. Il dit non, il n'y a pas de contradiction. L'opinion de Rabbeinu Yeroham, qui est également celle de Maran dans le Bet Yosef qui le cite, elle est comme on a dit, que c'est une question de majorité. La majorité liquide égale liquide. Majorité solide est égale solide, même s'il y a une présence d'un petit peu de liquide. Alors pourquoi ça change? Pourquoi du 253 au 318 les termes changent? Il dit parce que Rubbo, Kekulo. Parce qu'on sait très bien qu'on a un principe dans la Torah, que la majorité est égale à la totalité. On se base sur ça. Rubbo, Kekulo. La majorité d'une valeur, quelle qu'elle soit dans la Torah, ça peut être un jour, une date, une halakha, un plat, une pureté, impureté, etc. Toutes les règles qui existent dans la Torah, il y a toujours Rubbo, Kekulo. Il y a toujours le principe de le rov est égal à la totalité. La majorité d'une chose, d'un élément, d'une valeur, n'importe quoi, la majorité de la chose équivaut à la chose dans son intégralité. Alors en fait, c'est ça ce principe qu'il a voulu nous dire à Rabbeinu Yeroham. Là-bas, il a dit le rov, et là-bas, il a dit entièrement, c'est pareil, c'est la même chose. On sait très bien que dans la Torah, Rubbo Kekulo. Donc on revient à la conclusion comme on a dit. C'est-à-dire que tout dépend de la majorité du plat. Si le plat est majoritairement solide, il s'appelle solide. Même s'il y a un petit peu de liquide, il s'appelle solide. Et s'il est majoritairement liquide, il s'appelle liquide, même s'il y a un peu de solide. Auquel cas, à la khale ma'aseh, si maintenant mon plat il est majoritairement liquide, même s'il y a un peu de solide, j'ai pas le droit de le mettre à chauffer sur la plaque Shabbat matin. Et s'il est majoritairement solide, même bien qu'il y ait un peu de liquide, s'il est suffisamment cuit depuis avant Shabbat, j'ai le droit de le mettre à chauffer sur la plaque pendant Shabbat. Voilà la fin, voilà la conclusion. Et je vous dis encore une fois, conclusion, je vous ai évité pas mal de détails et pas mal d'autres contradictions, etc. qui est dans le sujet. Tachem, peut-être Bizdamnout, une prochaine fois, à l'occasion, on pourra consacrer le shiur complètement à ce problème de majorité, de minorité dans les plats. Mais en tout cas, voilà ce qui en ressort d'après la halakha. Oui, David. Tu jettes un peu, t'enlèves. C'est pas trié. Non. Pourquoi c'est pas trié? Hazak ou Baruch, voilà. Parce qu'on a une svara, un argument dans l'ilchot borer, dans les halachot relatives à la melacha, à l'interdiction de trier pendant Shabbat. On a une svara, un argument qui est celle du Maharitat, de la Beno Yom Tov Tzalon, Alav Shalom, entre autres. Et approuvé d'ailleurs par Maran Ahida dans Birkei Yosef. Chapitre 319, il de Borer, rapporté par le Baer Etev aussi. Quelle est cette svara? Le Maharitat il dit qu'il n'y a pas de Borer Bemashkin, en Borer Belah. Il n'y a pas d'interdiction de trier lorsqu'une chose est dans un liquide. Et il donne là-bas l'exemple classique. Non, il donne l'exemple classique, le Maharitat. L'exemple d'une mouche. C'est vachement élégant ce que je vais dire maintenant. Une mouche dans un verre de vin. Ouais. Et la mouche elle est là comme ça, puisqu'elle a voulu faire une TS, la mouche, et elle a choisi rien que le verre de vin. Alors là, puisqu'elle a été déprimée depuis un moment, elle tournait à l'exomile. Elle en avait marre, son moucheron il l'a plaqué, et voilà, elle a fait une TS dans mon verre de vin. Elle ne pouvait pas aller ailleurs, elle a trouvé rien que mon verre de vin. Et hop, et maintenant ça me dégoûte, j'ai envie de boire le verre de vin. Dès que mon Saint-Émilion en 1935, elle me l'a tué. Ouais, et ça m'énerve parce que, voilà, et ben, le Maharitat s'est dit, tu prends, dit que la mouche nous rebête, tu la prends, tu la jettes. Ah, c'est Borer. Non, sont partis. Maharitat s'est dit, sont partis, sans rien du tout. Il y a certains Haronim qui disent, Rabbeinu Zalman il dit comme ça entre autres. Mais les Maaseh, le Hida il dit à la qui dit vraiment Maharitat, qu'il n'y a pas besoin de prendre, rien du tout, tu prends que la mouche, tu l'enlèves. Ah, comment on fait, comment ça s'arrange avec Borer? Il dit, il n'y a pas Borer Belah. Pourquoi il n'y a pas Borer Belah? Il explique. Il dit, pourquoi il n'y a pas Borer quand il s'agit d'un truc qui est dans un liquide? Il dit, parce que, écoutez bien, et ça c'est un truc indéniable dans la Melachat Borer. Pour qu'on puisse parler de trier,
Il faut que les éléments aient été mélangés, non distincts. Or, quelque chose qui est en surface dans un liquide, même qu'il est plongé, c'est pas grave. Tu sais qu'il est là, ça ne s'appelle pas un mélange. Un élément solide dans un élément dans du liquide, ça ne s'appelle pas une irbouviya, une ta'arovet. Ça ne s'appelle pas une ta'arovet. Ça ne s'appelle pas un mélange. Or, s'il n'y a pas mélange, il n'y a pas de borer. Pourtant, il me semble me rappeler d'un truc des fruits qu'on rincerait dans de l'eau et sur lesquels il y aurait un peu de sable et que le sable est tombé au fond. C'est mahlouk, qu'est-ce que tu dis? Toi, tu es en train de dire le Mishnah Broura. Le Mishnah Broura, il dit comme tu dis. Mais ce n'est pas l'opinion de tous les postes. La question que tu es en train de soulever, c'est est-ce qu'on a le droit de rincer des fruits Shabbat? Mouta. Tu as le droit de rincer des fruits Shabbat. Le Mishnah Broura, il est au cerf, mais à Fal Piqué, il y a beaucoup d'Aharonim qui sont holkim sur ce qu'il dit. Et apparemment, c'est Mouta. Et pourquoi la Mishnah Broura pose la question? Parce qu'on a dit qu'il n'y a pas d'interdiction de filer dans un liquide. Non, mais là-bas, c'est pas à cause de ça. Là-bas, c'est à cause qu'il y a la poussière sur le fruit. Alors il dit voilà, tu vas le mettre dans l'eau. C'est pas l'eau qui le dérange. C'est la poussière, elle va partir. Ça s'appelle enlever le mauvais pour prendre le bon. Ça s'appelle borer. En vérité, c'est pas l'opinion de tout le monde. Bon, je vais pas m'étendre là-dessus, mais en tout cas, d'après Al-Khal et Maaseh, le Rav, il est matière de rincer les fruits pendant Shabbat. Donc je reviens à ce que je disais. Donc pourquoi le liquide? Si un élément solide qui est dans un liquide, c'est moutard. Donc je reviens en fait à ce qu'il disait David. J'ai un plat cuisiné, un plat que j'ai cuit avant Shabbat, mais il est majoritairement liquide. Et maintenant, moi, je veux le mettre à chauffer, je veux le manger chaud pendant Shabbat. J'ai dit une aïtza, j'ai dit un conseil, j'ai dit qu'est-ce que tu fais pour pouvoir le mettre sur la plaque, Shabbat matin? Et bien, qu'est-ce que tu fais? Tu renverses un petit peu, tu renverses un peu le liquide, de façon à ce qu'il y ait une majorité de solide. Les az moutard. Ah, il m'a dit, mais borer, il n'y a pas de borer de là. Oui, Clémentine. Liquide, ouais. Ah, autre question, on va en parler tout à l'heure, ça aussi. Par contre, reposez-moi bien la question, je vais en parler tout à l'heure. Ça va les amis, donc, tout ça pour dire quoi? Que Maran Abet Yosef, au nom de Rabbeinu Yeroham, au Siman Resh Nun Gimel, nous a donné la définition de ce que l'on appelle un solide, ce qu'on appelle un liquide dans la halakha. En fait, ça dépend de la majorité, comme on a dit. Ça dépend de la majorité du plat. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, quand on dit majorité et minorité ici, le Rav, dans Hazon Ovadia Shabbat, édité récemment, il dit, pourtant, il apparaît dans ses propos, que ce n'est pas une vraie notion de majorité. Il m'explique. Et ça, c'est une des grandes difficultés qu'on n'arrive pas réellement à clarifier dans les propos de Rav Ovadia Yosef Shalita, parce qu'on a l'impression dans ces multiples sfarim qu'il a rédigés depuis des années, chaque fois qu'il a eu à traiter ce problème-là, il s'est exprimé. Non, Al-Khal et Maaseh, il a toujours eu la même position. Mais dans la précision de ces termes, ça n'a pas toujours été très clair. On a l'impression, d'une part, comme je viens de vous le dire, dans ce Feri Havedat, on a l'impression que là-bas c'est une question tout simplement de majorité de minorité telle que je vous l'ai présentée. Pourtant dans Yabia Omer, et je vous dis dans Hazon Ovadia Shabbat récemment édité, on a l'impression que c'est un problème de nikar, c'est un problème de distinct. Si le liquide est distinct, ça s'appelle un plat liquide, et tu n'as pas le droit de le mettre à chauffer. Et si le liquide n'est pas distinct, Sam il est au fond de la marmite là-bas, tu as un petit peu de liquide, c'est moutard, ça s'appelle solide. Et là, il n'y a plus de notion de majorité. Donc c'est un petit peu difficile à saisir. Donc c'est pour ça que je vous dis quand même, bien que Me'ikar Adin, il en ressort des propos de Maran Abet Yosef, comme j'expliquais, que c'est une pure notion de majorité et de minorité, malgré tout, même s'il y a une minorité de solide, de liquide, même s'il y a une minorité de liquide dans votre plat, si cette minorité est quand même de façon flagrante assez distincte, alors soit vous en enlevez, comme j'ai dit à David, soit vous évitez de le mettre à chauffer. J'ai pas dit à sourd. Personnellement, j'éviterais. Ça veut dire que si c'est distinct, maman, c'est distinct. C'est pas stam au fond, comme ça, en dessous de la viande et les légumes. Il y en a pas beaucoup, mais on le voit. Alors, soit vous en enlevez, soit vous évitez de le mettre. J'ai dit éviter encore une fois. J'ai pas dit, je vous l'interdis pas. Parce que Meïk Karadin, il en ressort de façon claire et nette, c'est le problème de majorité et de minorité. D'accord. Oui.
soit un mélange. Quoi. Donc, par exemple, de la crème sur du lait. Tu parles là, t'es dans Borer. Oui, je suis dans Ouais, non, vas-y, dis-moi. de la crème. Une couche de crème Ouais, c'est sur du lait. Ouais. Eh ben non, il n'y a pas de problème, on a dit qu'il n'y a pas de Borer Belach. Non, ce que tu as dit, quand c'est pas un mélange. Ben c'est pas un mélange, c'est que chaque fois qu'il s'agit de liquide, il n'y a pas de notion de mélange. C'est de la surface. Il n'y a pas, t'enlèves et c'est fini. Il n'y a pas de problème. En Borer Belach. Ça va les amis? Bien. Peut-être dans quelques temps, on va consacrer peut-être un jour sur Borer. Un jour ou deux peut-être. Ou 4 ou 5, ou là, combien? 10. Et ouais. Bon. Très bien. Très bien. Autre chose maintenant. Oui, oui. Har Bishul Beyavesh. Quand il s'agit de solide. De la même façon que les mains n'ont pas la même sensibilité, du coup on ne peut pas évaluer la sauveté. Avec la main en tout cas. Avec la main, voilà. Donc ça veut dire quelque chose de suffisamment cuit. Alors bon, par exemple le pain, pour moi, je l'ai sorti, il est suffisamment cuit. Ah, je vais parler de ça maintenant, du pain. Quelle transition, Carole, la classe. Là, tu nous as fait de la transition là. Alors, avant de transitionner, je vais quand même répondre à la question de Clémentine, parce que je vois qu'elle est là. Enfin, oui, la question Clémentine aussi elle est là. Alors, elle a dit Clémentine, elle a dit un cas. Alors, parce qu'on est dedans, alors autant qu'à faire. Et après, je transitionne. Elle a dit tout à l'heure de la viande qu'on a mis au frigo. Là, j'ai fait cuire un plat de ça. Hein, vous me dites si je me trompe. Un plat de viande que j'ai fait cuire vendredi après-midi et j'ai mis au frigo pour le faire chauffer Shabbat sur la plaque. Seulement, elle a dit, il a, comment vous avez dit, gélifié. La petite sauce qu'elle a avec la viande, elle est devenue un peu compacte. C'est normal, par le froid du frigo. Ouais. Elle est devenue un peu. Seulement, qu'est-ce qui va se passer? Quand je vais la mettre sur la plaque, elle va fondre. Elle va devenir liquide. Et quand j'ai eu sur la plaque, elle était solide, alors c'est assez mieux de solide. Qui c'est qui t'a dit ça? C'est moi. Alors c'est ça. En vérité, on se base sur l'aspect des choses telles qu'elles sont maintenant. D'ailleurs, ça me rappelle une question parisienne qu'on m'a posée hier. Elle se reconnaîtra. Elle m'a posée par texto. C'est un certain fondant au chocolat. Ouais. Donc en fait, c'est le même truc. Hein, Dalia? C'est le même truc. Ouais, c'est la même chose. Je l'ai cuit avant. Bon, je le mets au frigo. Il est devenu compact avec le froid. Il est compact. Et maintenant, je le mets ou je le mets pas? Ben maintenant, il est quoi? Il est solide. Tu le mets, la brioute. Ouais, mais est-ce qu'il va pas se solidifier au contact de la chaleur? Tant mieux, il est déjà cuit. Je m'en fiche. Pas à l'intérieur. Liquéfié. Non, solidifié. Ah, attendez, vous avez une experte. Hein. Ah, ouais. Non, le chocolat, en fait, de le cuire. Ouais. Au départ, il est liquide. Donc elle a cuit, elle a tout fait vendredi après-midi, elle l'a mis au frigo. Maintenant, moi je connais pas. Ouais. Ouais, mais enfin bon, liquide, mais avec le frigo, j'imagine quand même une nuit au frigo, il est devenu dur. Voilà, c'est ce que je dis. Il est devenu dur, donc il est devenu solide. Oui, mais d'accord. Et après, il va liquéfier. C'est ce que je... C'est le gamour, m'en fiche, il est cuit. Il est cuit. Donc qu'est-ce que j'ai dit moi? J'ai dit que bien que maintenant il est dur, il est solide parce qu'il est resté une nuit au frigo, ouais. Mais quand je vais le mettre sur la plaque, il va fondre. C'est comme l'histoire de la viande de Clémentine, c'est la même chose, ouais. Avant le week-end, c'est moutard. Parce qu'on se bat sur ce qu'on a maintenant devant nous. Devant nous, c'est du solide. Encore une fois, hein, faire attention que ce ne soit pas du majorité aussi. Pas de la majorité qui est. Si c'est une majorité, ben vous le sortez du frigo, vous le mettez pas sur la plaque, vous le laissez comme ça, par la chaleur de la maison, peut-être qu'il va fondre. À ce moment-là, vous enlevez. Voilà. Sans problème. On peut pas, par exemple, changer de marmite en laissant dans le celui, Changer de marmite? Vous voyez, prendre les morceaux, ouais. par exemple, Ouais. on prend du coquille et on prend à peine un peu de sauce, c'est dur, et on laisse dans l'autre marmite. Attendez, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Est-ce qu'on peut prendre un peu, voilà, on a la marmite, Qui est devenu compact, là, ouais. Ouais. je trouve qu'il y a l'Europe, Mais pour l'instant, vous n'avez pas besoin de faire appel à ça. Parce que pour l'instant, vous avez que du yavesh. Vous avez que du solide devant vous. vous avez dit, la partie aussi que ce soit le rose en plus.
Mais pour après. Par rapport à ce que ça va devenir après. Mais bon, pour l'instant, c'est que du solide, donc c'est pas... Très bien. Alors, maintenant, en fait, juste pour boucler ce sujet-là, cette histoire de compact, là, ouais, ce truc-là qui sort, c'est compact, mais quand je vais le mettre sur quand je vais le mettre sur la plaque, ça va liquéfier, etc. On a deux arguments, en fait, pour dire que c'est moutard. On a deux arguments. Premier argument, c'est Grama. C'est quoi Grama? Rappelez-vous, on a déjà dit, Grama, c'est un autre principe général d'Halakha dans Ilchot Shabbat. Il y a Grama et Asiya. Asiya, c'est la réalisation concrète d'un interdit. Je le réalise. Grama, je cause sa réalisation. C'est une réalisation indirecte, différée dans le temps. C'est-à-dire, je fais une action, mais l'interdit ne va pas se réaliser de façon immédiate, mais plutôt de façon différée. Cet exemple, regardez, celui-là, je le sors, voilà, dès que la viande là, qui est compacte du frigo, ouais, je la mets sur la plaque. Est-ce qu'elle va fondre tout de suite? Non, ça va être différé. Or, on sait très bien que Grama, Moutar, Afal Piken, voilà, c'est pour ça que je vous dis en vérité, ce que je vous ai dit, c'est bidon tout à l'heure. J'ai pas fait attention à ce que j'ai dit. En fait, il y a Grama, c'est Grama, c'est le Asiya. C'est pas une Asiya. Grama, c'est Moutar. En vérité, le Rama, il est Osser. Le Rama, il interdit Grama, il permet que BF7, d'une comme F7. Le Rama, il permet que, en situation de perte. Mais Marana Bet Yosef, il est matière de Chol Gavne. Marana Bet Yosef, il permet Grama dans tous les cas. Il s'appuie sur plein de Rishonim, etc. Notamment le Roche dans Maseret Bet, entre autres. En tout cas, ici, dans l'exemple de Clémentine, la viande, avec le petit jus de la viande, qui était dans le frigo et donc qui est devenu compact, je vais mettre sur la plaque, il va liquéfier, mais il ne va pas liquéfier tout de suite. S'il ne va pas liquéfier tout de suite, ça ne s'appelle plus une asiya, c'est une Grama moutar. C'est le premier argument. Deuxième argument, c'est un safek sefeka. C'est un double safek. On est face à une situation de double doute. C'est-à-dire, on a du mal à, premier doute, on a du mal à définir cette viande qui sort du frigo avec son petit jus qui s'est devenu compact. On a du mal à dire, c'est du solide, c'est du liquide. D'un côté, pour l'instant, c'est tout rigide, c'est tout compact, donc on aura tendance à dire que c'est solide, mais on sait très bien que dans un petit moment, ça va devenir liquide, donc peut-être c'est du liquide. Donc, premier doute, on a du mal à définir. Deuxième doute, quand bien même on dirait que son statut est un statut de liquide, alors n'oublions pas qu'il y a une mahloket rishonim sur le liquide. N'oublions pas la mahloket que j'ai dit tout à l'heure, entre le Rambam, le Rashba, le Ran d'une part, Rachid Tosafot, le Rosh, Rabbeinu Yonah, Rabbeinu Yeroham d'autre part, sur la recuisson d'un liquide. C'est quand même une mahloket. Bien que la halakha ait été fixée que oui, il y a recuisson, mais on utilise des mahloktot, même si elles ont été tranchées dans un autre sens, on utilise toujours pour constituer un safek, ou un safek sfeka, un doute ou un double doute, et des opinions, même si elles n'ont pas été retenues par la halakha. Donc, quand bien même on statuerait sur cette viande qui sort du frigo comme étant un aliment liquide parce que sa sauce qui est compacte maintenant va se liquéfier, de toutes les façons, n'oublions pas qu'il y a Marloquet, le Rambam et ses copains, ils sont matirim, de recuire un liquide. Donc, c'est la raison pour laquelle, grâce à ces deux arguments, Grama et Safek Sefeka, on est matir de sortir ce plat du frigo. Oui. Parce que parce qu'elle devient. Non, mais là, la soupe, non. Parce que la soupe, il n'y a plus un problème de rove. Il n'y a plus un problème de rove et de mi'oud. Elle n'est pas moite-moite. Oui, mais là, vous n'avez qu'un seul safek, ça ne va pas. Vous avez enlevé un safek. Non, mais ça veut dire, moi, dans mon exemple, c'est que, imaginez-vous que ce n'est pas rove, c'est moite-moite, par exemple. Il y a de la viande et il y a du jus. Mais le jus, il est devenu compact. Alors, est-ce que c'est solide, est-ce que c'est liquide? C'est un safek, ça. Ça, additionné à la mahloket rishonim que j'ai dit, ça fait safek sfeka. Mais tandis que vous, dans le cas de la soupe, vous avez enlevé un safek, vous n'avez plus qu'un seul. C'est le cas de Raïd al-Humra. Non, la soupe. Oui, mais elle n'était pas constituée à la base elle était constituée à la base que de liquide. Par opposition à votre exemple à vous, qui était moite-moite. C'est pas pareil. Il faut qu'on ait deux sfekot pour qu'on puisse réagir comme j'ai dit. Et si on n'a qu'un seul safek, si on n'a qu'un seul doute, c'est le cas de Raïd al-Humra.
Alors là, c'est exactement ce qu'il dit le Beth Yosef, qu'on tranche que sur les liquides, il y a recuisant, c'est pour ça qu'on est interdit. Ça bien. Mais pourquoi on dit qu'il y a de sagesse parce que nous, les Pharaonites, on n'a pas retenu le... Oui, mais j'ai dit quand même que dans les principes de la décision illustrative, on a toujours recours à des opinions, même si elles n'ont pas été retenues par la halakha, lorsqu'elles peuvent s'additionner à un autre doute. Pour constituer notre double doute, on peut faire appel à des doutes. On peut s'en servir. Voilà. Ça, c'est une règle on va dire, c'est du droit, quoi. Donc, très bien. Alors, on continue, les amis, dans notre spécial klalim de Ilchot Bichoul de ce soir. Alors maintenant, on va voir un autre problème. On a dit, En Bichoul Ahar Bichoul Beyavesh. Khazak, vous êtes d'accord? On a dit qu'il n'y a pas recuisson d'un aliment solide. C'est clair? C'est ce qu'on a dit. Maintenant, ça va transitionner avec ce qu'elle a dit, Carole. Qu'en est-il de Bichoul Ahar Afia, O Ahar Tselia, O Ahar Kelia, O Ahar Tigoun? Je reviens. Qu'en est-il de prendre quelque chose qui a cuit par enfournement? Classiquement, du pain. D'accord? Le pain, il a cuit par enfournement vendredi avant Shabbat. Il a cuit par, on appelle ça, la cuisson par enfournement, elle s'appelle afia. La cuisson autre, par liquide, elle s'appelle bichoul. C'est pareil, ça s'appelle cuire, ça s'appelle cuire, mais le terme est différent. La technique est différente aussi. Bon. Mais à laïquement parlant, c'est pareil. Un pain a cuit par enfournement vendredi. Ce pain, maintenant, je veux le mettre sur la plaque Shabbat matin pour le manger chaud. Comme ma femme. Ouais. D'accord? Si elle ne mange pas le pain chaud, je ne sais même pas si elle fait un motilhi min arif. Bon. D'accord? Donc, elle veut manger le pain chaud. D'accord? Tu me diras que elle nous gonfle les deux. Hein. D'accord? Franchement, des fois, bon, bref. Donc, maintenant, elle veut manger le pain chaud. Elle prend le pain, bien entendu, le pain, il est cuit. Évidemment qu'il est cuit. Et elle veut le mettre sur la plaque. Ça s'appelle Bichoul Aharafia. Est-ce qu'il y a ou est-ce qu'il n'y a pas? Ça veut dire que lorsqu'on dit qu'il n'y a pas recuisson d'un aliment solide, c'est quand il a cuit par un liquide, par exemple, et que tu veux par un liquide. Par exemple, il a cuit sur le feu, et donc tu veux le remettre sur la plaque. Par exemple, le beefsteak, par exemple, le poulet, par exemple, des choses comme ça. Ouais? Il a cuit, maintenant il ne recuira pas. Il n'y a pas de problème, il ne recule pas, il est solide. Parce que le mode de cuisson est le même. Le premier et celui-là d'aujourd'hui, Shabbat, c'est le même. Mais maintenant, quand on change de mode de cuisson, le pain, je l'ai cuit par enfournement. Maintenant, je vais le remettre à cuire sur la plaque. Ce n'est pas la même cuisson. D'accord? Est-ce qu'il y a recuisson ou pas? Mahloket. Ou pareil, cette même mahloket, elle existe aussi sur Ahad Selia. Quelque chose à cuire. Quelque chose à cuire. Et quelque chose à cuire par grillade. Par exemple, par exemple des merguez. Voilà. Des merguez vendredi, j'ai fait des merguez méchoui. C'est des merguez par la flamme. Cuisson par la flamme unique, au-dessus de la flamme, ça s'appelle tselia. Ça s'appelle tsaloui. Ça s'appelle quelque chose qui a grillé. Quelque chose qui a grillé, est-ce que je peux le mettre sur la plaque à chauffer pour que je le mange chaud? Mahloket, c'est la même mahloket. Quelle est la mahloket en vérité? La mahloket, c'est entre qui et qui? C'est entre le Raveya et Rabbeinu Eliezer Mimetz, Baal Sefer Yereim. C'est mahloket, une discussion parmi les décisionnaires médiévaux, les Rishonim, entre autres Raveya, Rabbeinu Eliezer Bar Yoel al-Levi, et Rabbi Eliezer Mimetz, le Talmud de Rabbeinu Tam. Quelle est cette mahloket? Sefer Yereim, Rabbi Eliezer Mimetz, il ramène une preuve de la Gemara du Korban Pesach. C'est marqué dans la Masechet Pesachim d'Afnun Vav. C'est marqué comme ça. On sait très bien qu'il y a un dîne dans la Torah. Il y a un dîne dans la Torah sur le Korban Pesach, le sacrifice du Pesach qu'on faisait à l'époque du Beth Amikdash. Chaque famille juive avait le devoir de faire à l'époque du Beth Amikdash la veille de Pesach et le consommer le soir de Pesach avec le maror et la matzah. Ce Korban Pesach, il y a une exigence sine qua non de la Torah de le consommer uniquement grillé. Grillé par la flamme unique. Sans autre recours à d'autres modes de cuisson. Uniquement et exclusivement la grillade, le grille. Le Korban Pesach, il doit être grillé. Et il doit être consommé grillé. Et la Gemara, elle dit, si on l'a grillé, et ensuite on l'a cuit dans une marmite, pas saoul, on ne peut pas le manger. Si on l'a
ou le contraire, si on l'a cuit dans une marmite, et ensuite on l'a passé à la flamme, il est bidon, il ne vaut rien du tout. On ne peut pas utiliser le Korban Pesach. Vous avez marqué, à Pesach, et non echalella balayla, et non echalella adchatzot, et non echalella limnuyav, et non echalella tsali. On le dit tous les matins dans la ptiha de Tfilat Shahrit, avant Hodou, on dit là-bas une Mishnah de Masechet Zavahim. C'est marqué là-bas que le Korban Pesach ne se mange que la nuit. Il ne se mange que jusqu'à Hatzot Laïla, jusqu'à la moitié de la nuit. Il ne se mange que par les personnes qui ont été nommées, les membres de la famille qui ont été comptés pour la veille de Pesach, pour faire partie de ce groupe-là qui va manger de ce Korban Pesach. Et ensuite, il ne se mange que sali, grillé, et par aucun autre mode de cuisson. Otiot, rachetevot, et non echalela behametz. Korban Pesach, non echalela behametz. Behametz, bet, het, mem, tzadi. Bet, balayla, mem, het, pardon, hatzot, mem, menouyav, tzadi, tzali. C'est pour se rappeler. Et non echalela behametz. Alors, on voit bien qu'il y a une exigence de la Torah de consommer le Korban Pesach exclusivement lorsqu'il est grillé. Si, la Gemara l'a dit, si on l'a cuit et ensuite on l'a grillé, pas soul, il vaut rien. Ou le contraire, si on l'a grillé et ensuite on l'a cuit, pas soul, il vaut rien du tout. Uniquement grillé. De là, Rabbi Eliezer Mimetz. Ah, Korban Pesach. Mais de là, Rabbi Eliezer Mimetz, il tire une preuve dans pour Ilchot Shabbat. Pour Ilchot Bishul. Il dit, regarde, Rabbi Eliezer Mimetz, le Sefer HaYereim, il dit, regarde, tu vois bien que la grillade qui vient après une cuisson, elle, d'une certaine façon, elle détériore le mode de cuisson. Ou le contraire, tu vois bien qu'une cuisson qui intervient après une grillade, sur l'aliment après une grillade, elle détériore le mode de la grillade. Machma de là qu'il y a une action de la grillade après la cuisson ou de la cuisson après la grillade. Donc dans Ilchot Shabbat, Yesh Bishul Hartzelia. Donc dans Ilchot Shabbat, de là il tire une preuve, le Sefer HaYereim, il tire une preuve qu'un aliment qui a grillé vendredi matin, j'ai pas le droit de le mettre sur la plaque pendant Shabbat. Parce que Yesh Bishul Hartzelia. Je tire la preuve du Korban Pesach. Qu'il y a une modification de la chose lorsqu'elle a été grillée et que maintenant je la passe sur la source de chaleur de la plaque, elle va cuire. Eh bien il y a cuisson. Comme dans Korban Pesach, on voit que l'action, elle existe, elle est là, et bien ici pareil dans Bishul. Comme ça, il tire, et donc il tranche comme ça. Il tranche comme ça la Eliezer Mimetz. Il tranche comme ça que Yesh Bishul Ahar Tzelia. Un aliment qui a grillé avant Shabbat, je n'ai pas le droit de le mettre sur la plaque pendant Shabbat. Même s'il est solide. Comme ça, il tranche la Eliezer Mimetz, c'est faire Le Rama, il tranche comme ça. Il tranche comme ça. Vous allez voir pourquoi. Parce que, qui le contredit? Qui contredit Sefer HaYereim? Raveya, on a dit tout à l'heure. Rabbi Eliezer Bar Yoel al-Levi. Lui, il contredit, mais plus tu racontes. Il dit, mais ta preuve, c'est pas une preuve. Ta preuve que tu as tiré du Korban Pesach, c'est pas une preuve. Pour Ilchot Shabbat, c'est pas une preuve. Parce que là-bas, c'est spécial. Le contexte de Korban Pesach, c'est spécial. Il y a Gezerat HaKatuv. Il y a une volonté explicite de la Torah, comme c'est marqué, L'otochlou mimenuna, ou bashel mevushal b'mayim, kim tzeli esh, rosho al kera'av, ve'al kirbo. C'est une volonté explicite, nettement explicite dans les textes de la Torah, dans le mot de la Torah, elle exige que le Korban Pesach soit mangé, soit consommé, grillé. Mais maintenant, c'est pour ça que tout autre mode de cuisson qui intervient avant ou après cette grillade rend pas sous le Korban Pesach. Mais là-bas, c'est un contexte spécial, c'est parce que la consommation est exigée comme ça. Mais ne va pas tirer une preuve de là que de façon générale, on dirait que c'est une règle de la nature, que chaque fois qu'il y a l'intervention d'un bichoul derrière une célia, l'intervention d'une cuisson derrière une grillade, alors ça détériore la grillade. Donc tu vas tirer une preuve de là qu'il y a cuisson. Pas du tout, c'est faux. Il dit dans Ilchot Shabbat, en bichoul ahar célia. Tu ne peux pas comparer les deux sujets. Voilà ce que dit Raveya. Maran dans le Bet Yosef, il dit, après avoir apporté cette mahloket entre le Sefer HaYereim et le Raveya, il dit, regardez les mots, je vous les citer, il dit, Kushiat HaRaveya, al divrei Rabbeinu Eliezer Mimetz, Kushiat Hazakahi. Il dit, Maran Bet Yosef, le contre-argument du Raveya contre Rabbeinu Eliezer Mimetz, la Kushiat qu'il a posée, il a dit, quel rapport il y a entre Korban Pesach et Ilchot Shabbat?
Il dit Kushia Hazakahi. C'est une très forte question, une très forte remarque. Hachma qui pense comme lui. Hachma qui pense comme Ravea, que En Bishul Ahar Tselia Beshabbat. Il n'y a pas de cuisson sur un aliment qui a grillé. Un aliment qui a grillé avant Shabbat, j'ai le droit de le remettre sur la plaque pendant Shabbat. C'est moutard. D'accord? Et d'ailleurs, autre preuve que Maran tranche comme ça. Autre preuve que Maran tranche qu'il n'y a pas de cuisson sur un aliment qui a grillé. Si un aliment qui a grillé avant Shabbat, on a le droit de le mettre sur la plaque pendant Shabbat. Autre preuve qu'il pense comme ça, comme le Ravea et pas comme le Sefer HaYireim. Regardez comment il présente cette halakha dans le Shulchan Aruch. Regardez comment Maran présente cette halakha dans le Shulchan Aruch au Saïf Hed, au paragraphe 5 du chapitre 318. Il ramène ça en disant comme ça. Yesh mi she'omer, de davar shene'efa o nitzla, im bishelo ahar kach b'mashke, yesh bo mishum bishul, veyesh matirin. Il dit, yesh mi she'omer, au singulier, il y a un avis qui dit que quelque chose qui a été cuit par enfournement avant Shabbat, ou quelque chose qui a été grillé avant Shabbat, je n'ai pas le droit de le remettre à chauffer pendant Shabbat. Il a dit au singulier, yesh mi she'omer. Et à la fin il dit, veyesh matirin. Et certains autres, au pluriel, permettent. Oh, d'abord, premièrement, on a un premier principe de raisonnement du Shulchan Aruch ici. Yesh veyesh halakha ki yesh batra. Chaque fois que Maran ramène une halakha dans le Shulchan Aruch, dans un saïf, dans un paragraphe du Shulchan Aruch, deux avis contradictoires sous forme de certains disent que et certains disent le contraire, comme qui ils pensent, comme le deuxième certain, comme le deuxième yesh. Or ici, le deuxième yesh, c'est les matirim, c'est ceux qui permettent. Et deuxième argument, c'est que je vous ai fait remarquer que le premier yesh, il est au singulier, yesh miché omer. Il y a un avis qui est interdit. Après, il a dit le deuxième, l'avis qui permet, il l'a présenté au pluriel. Yesh matirin, yahid verabbim, alachak rabbim. C'est bien. Autre preuve que Maran ne pense pas que c'est interdit, il pense que c'est permis. Moutar. Donc maskana, le pain, j'ai le droit de le mettre sur la plaque. Le pain, Shabbat matin, je vais le mettre sur la plaque pour le manger chaud, moutar. Mes merguez, mon méchoui que j'ai fait vendredi matin, j'ai mis au frigo, je vais le mettre sur la plaque, moutar. On va parler du café. D'accord? Donc, un bichoul ahar tselia, un bichoul ahar afia, un bichoul ahar tigoun. Autre chose, mais là cette fois-ci c'est les couleurs anma, cette fois-ci il n'y a pas de mahloké. Cette fois-ci il n'y a pas du tout de discussion. Quelque chose qui n'a pas été cuit par enfournement ou qui n'a pas été cuit par grillade. Quelque chose qui a été frit. La friture. Quelque chose qui a été frit vendredi. Des aubergines. Aubergines, on les met à frire. Et je les mets au frigo. Et je vais les manger, rani mehboul, je vais les manger chaudes. Shabbat matin, je vais les manger chaudes, les aubergines. C'est pas avec la salade cuite. Les aubergines chaudes, mais ouais. Je vais manger chaudes, les aubergines avec la salade cuite, Shabbat matin. Et je veux mettre mes aubergines une petite demi-heure, un petit quart d'heure, sur la plaque pour les manger chauds. Moutar les khoulé alma. C'est moutar d'après tous les avis. C'est moutar. Parce que tigoun, c'est tigoun ici. C'est pas afia ou slia ou bijoul, c'est tigoun. Tigoun c'est frire. C'est juste qui est frit. Et là dans ce cas-là, il n'y a pas de bijoul. Un bijoul ahad tigoun. Il n'y a pas de mode, il n'y a pas de recuisson sur quelque chose qui a frit. Et ça, c'est d'après tout le monde. Ça, il n'y a pas de mahlouk. D'accord les amis? Oui? Non? Le café. Qu'en est-il du café? Le café, est-ce que le café recuit? Ça veut dire quoi en fait, en clair? Il faut savoir que... Ouais. Alors justement, on va parler de ça. D'abord, il faut savoir une chose. Je reviens une petite minute sur Kli Rishon. J'ai dit tout à l'heure que le Kli Rishon, en aucun cas je n'ai le droit d'y introduire un aliment cru, qu'il soit encore sur la plaque ou qu'il ait été retiré de la plaque. Tant qu'il est chaud, Yad Solededbo, assourd d'y introduire quoi que ce soit de cru. En réalité, il y a une précision qu'il faut quand même rajouter. Non seulement je n'ai pas le droit d'y introduire quoi que ce soit de cru, qu'il soit encore sur la plaque ou qu'il n'y soit plus, tant qu'il est encore chaud, Yad Solededbo, mais en plus, je n'ai pas le droit de verser du Kli Rishon sur un aliment cru. Je ne le mets pas dedans. Ma carotte, je prends une carotte, elle est crue, oui. Je ne la mets pas dans le Kli Rishon. Tout à l'heure, j'ai parlé que je la mettais. Maintenant, je parle que je ne la mets pas. Je la mets dans une assiette comme ça, et je prends le koum-koum, il s'appelle Kli Rishon, le koum-koum, oui. Le Kli Rishon. J'ouvre le robinet comme ça sur la carotte,
et je verse. Mais vachel min Torah, hayav min Torah, mishum vachel. Pourquoi? Je l'ai pas mis dedans. Je l'ai pas mis dedans la carotte. J'ai versé l'eau chaude dessus. Voilà. Parce que Iroui Mikeli Rishon Mevachel Kedekelifa. Parce que le versement, le déversement de l'eau chaude provenant d'un Kli Rishon cuit, a la capacité de cuire la pellicule extérieure de l'aliment. Donc le thé, c'est interdit. Ah, c'est ma 2 minutes. Hasbi Shalom, quoi c'est interdit. On verra ça tout à l'heure. Donc, Iroui Mikeli Rishon, c'est la source Mevachel Kedekelifa. D'accord? Donc maintenant, le café. Je prends du café, il y a deux cafés, deux sortes de café. Il y a le café, le vrai café. Prends du vrai café. Grand-mère sait faire un bon café. Ouais? Prends du vrai café. Jacques Vabre ou la grand-mère, ou la, je m'en fous, je fais la publicité. Ouais? D'accord? Le vrai café. Je mets dans un verre, je mets au-dessus du concombre et je verse l'eau bouillante. Mais vachel ou pas me vachel? Ça cuit ou ça cuit pas? Le café, il est calouille. En hébreu, on a dit calouille. Calouille, c'est, comme elle a dit Carole, torréfié. Torréfaction. Or, le mode de torréfaction ressemble à tlia, ressemble à la grillade. D'accord? Donc, il est tsalouille. Calouille, c'est comme tsalouille. Il est tsalouille. Enbichou, la har tlia, on a dit. On a dit, il n'y a pas de cuisson sur une chose qui a grillé. Eh bien, de même, il n'y a pas de cuisson sur une chose qui a été torréfiée. Donc le café c'est moutard. Si je veux mettre mon café directement, par exemple quelqu'un qui veut faire du café turc, par exemple, les amateurs de vrai café, pas avec le café qu'on va parler dans quelques secondes, avec le café de Leicester, Hachem, Ishmor, Hamad, Islam, du Nescafé, Lain Albo, celui-là qui a inventé le Nescafé, ouais, c'est là, c'est-à-dire, j'ai pas envie de faire, même pas chez Akolnia Bidvar au-dessus, je vais faire Baruch Daina Emet dessus, ouais, c'est pas du café ça, c'est du poison. Mais les gens, je parle des gens, les adultes, pas les gamins, les adultes qui boivent du vrai café, ouais. Des vrais amateurs de vrai café. Carole, elle aime bien le vrai café, je crois. Je vois très bien. Voilà. Et je vous dis, la classe. Alors, pour ça, du vrai café, moi, Shabbat, je fais le vrai café. Quand j'en ai. Je n'en ai pas toujours. Bon. Donc, quand j'en ai, c'est du vrai café. Qu'est-ce que je fais? Je mets le café dans le verre, je me concombre. Voilà, le verre, c'est tout. Le gmara, c'est pour. Le bois est terminé. Pourquoi? Parce qu'il est torréfié, calouille. En bichou la harklia, en bichou la harklia. Bon, ouais. Comment pour tu mets ton truc dedans, qu'est-ce qu'il y a? Ah, avec les trucs italiens. Non, ça c'est un problème de bourré. On verra. Ça, on verra une autre fois. Moi, je le passe pas, moi. Mais moi, je suis un grand, moi. Mais c'est pour les adultes, le café, c'est pas pour les enfants. Mais moi, je mets le café dans le verre, je mets le truc, je remue, j'attends 2 secondes qu'il descend et je bois. Alors, l'Aziz, café, c'est une affaire d'adulte, c'est pas pour les enfants. Tu passes un café, je le bois pas. Oui, Clémentine? Non, on avait déjà étudié une fois il y a longtemps. Il n'y a pas de notion de teinte dans la nourriture. Non, Sfaradim. Alors, d'accord, donc le café, le vrai café, on va dire comme ça. Alors, plus simple encore plus simple. Le Nescafé, l'Enalbo. Ouais, le Nescafé, l'Aïstar, Chemishmo. Le Nescafé. Maintenant, ils ont inventé, pour ceux qui veulent jouer au grand, ils ont inventé le Nescafé. D'accord? Pour les petits gamins qui veulent apprendre à boire du café, alors ils boivent le Nescafé. Ouais? Le Nescafé. C'est un poison marron, quoi. Voilà. C'est tout ce que c'est. Maintenant, ça, les couleurs allemands, il n'y a pas de problème, normalement. Eux, ils veulent se la jouer mahmiri maintenant ici en France, les religieux là-dessus. En vérité, c'est des ch'touillottes. Le Nescafé, Bevadaï, qu'il n'y a aucun problème de bichoul. Parce qu'il n'est pas seulement torréfié, il est cuit mamache. Le Nescafé, pour qu'il ait plus le... Ah, 1, 2, 3. Pour qu'il puisse se transformer en instantané tout de suite comme ça, il faut qu'il soit déjà pré-cuit. Il est pré-cuit. Le Nescafé, il n'est pas seulement torréfié, il est pré-cuit. S'il est pré-cuit, c'est pré-cuit, c'est moutard, il n'y a pas de bichoul qu'un bichoul. Il est déjà cuit. Un bichoul, la harbe bichoul, mais yavesh. Arrêtez, yavesh, du solide. C'est sûr que il n'y a aucun problème. Mais, bien qu'en vérité, il y a une sur le café, je reviens au vrai café. Laissez le Nescafé, il n'y a aucun problème. Mais le vrai café à l'origine, c'est l'objet d'une mahloket. Mahloket à Haronim. Parmi les poskim sfaradim, il y a un sefer qui s'appelle le Ginat Veradim. Le Binu Avraham al-Levi, alayhi shalom.
il était Av Beddin en Égypte, Av Beddin au Caire en Égypte, il y a environ 200 ans, à peu près 200 ans. Rabbeinu Avraham al-Levi, le Ginat Vradim, il ramène dans une tchouva 5 poskim, sfaradim, de son époque, des contemporains à lui, dont entre autres Rabbeinu Avraham Itzhaki, qui était plus tard Rishon LeZion à Yerushalayim, dont également Rabbi Yaakov Fradji, qui était Av Beddin de Alexandrie en Égypte à l'époque de Rabbi Avraham al-Levi, et également le Maharam ben Haviv, Rabbi Moshe ben Haviv, et d'autres encore. Ils discutent sur le café. Sur quoi ils discutent? Sur le café pendant Shabbat. Est-ce que j'ai le droit de faire cuire le café? Est-ce que je peux mettre l'eau chaude sur le café? Le vrai café, vraiment, le vrai café. Ouais? Est-ce que j'ai le droit ou pas? Et ils sont 4 sur 5. 4 ils disent moutarde. Et lui, Ginat Vradim, il dit assour. Lui, Ginat Vradim, il dit c'est assour. Pourquoi? Ils disent moutarde, pourquoi? Parce que comme on a dit, torréfié. Et torréfié, c'est comme une tselia, c'est comme une grillade, mais lui il dit non, Ginat Vradim il dit non, assour, pourquoi assour? Il dit Alpi, c'est vrai qu'il est torréfié, mais sa torréfaction ne nous permet pas de le manger kemot sheuhai, ne nous permet pas de le prendre et de le manger tel qu'il est. C'est une cuisson entre guillemets, mais qui n'est pas encore suffisante pour le consommer à l'état naturel comme ça. Tu prends une cuillère de café de la poudre de grand-mère là, et tu mets dans ta bouche. Qu'est-ce que tu vas faire ça? C'est ce qu'il dit. Il dit, c'est vrai que c'est torréfié, mais cette torréfaction ne nous sert à rien parce qu'on ne peut pas encore le manger tel qu'il est. D'accord? Il dit, Maté Yehuda, le Yehuda Ayash, alayhi shalom, lui il dit non. Maté Yehuda il dit non. Yahid Verabim Malchak Rabbim. On a vu, le Ginat Vradim quand il ramène cette mahloket, il ramène d'autres postes qui sont contre lui. Le Maharam ben Haviv, Rabbi Avraham Itzhaki, Rabbi Yaakov Fradji, tous les autres. C'est moutar. En bishul ahal kliya, en bishul ahal kliya. C'est moutar. Il dit Yahid Verabim Malchak Rabbim. Un avis unique contre un avis majoritaire. Allah fait comme la majorité. Maté Yehuda il pensait qu'on a le droit de verser l'eau chaude même sur le vrai café. Moutar. Mais qu'est-ce que halakha? Halakha elle est comme ça. C'est moutar même du vrai café. C'est moutarde de verser l'eau directement parce qu'il est torréfié. La semaine prochaine, on continuera ce shiur, parce que je n'ai pas pu dire tout ce que je voulais dire. La semaine prochaine, on étudiera le problème de Klisheni. On verra Klisheni la semaine prochaine, et dans Ilchot Bishul, et on essaiera peut-être après de passer sur d'autres sujets dans Ilchot Shabbat, c'est ce que la mitzvot. J'arrive tout de suite.